Bonjour, bienvenue dans Le Monde Moderne. Aujourd'hui, je reçois Cécile Allegra, qui est réalisatrice. Vous êtes notamment la réalisatrice de Voyage en Barbarie, qui a été un documentaire primé par le prix Albert Londres, qui parlait de l'enfer que pouvaient vivre les migrants dans la route de l'esclavage pour arriver sur les rives de la Méditerranée. Et vous êtes aujourd'hui auteur également d'un livre sur le travail des enfants, qui s'appelle Le salaire des enfants, et qui parle d'un phénomène qu'on traite peu, et qui est le travail des enfants en Europe, dans les pays européens, que sont la France, l'Italie, l'Espagne, la Bulgarie et d'autres. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de ce monde un peu invisible du travail des enfants aujourd'hui dans nos pays ? Alors, quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet-là, en réalité, il est apparu un peu comme une surprise, même pour moi. J'étais en train de travailler sur un tout autre sujet, sur la mafia en Italie, et un enfant est venu me servir un café à une terrasse. C'était juste après la grande crise de 2009. Et donc, j'ai commencé à enquêter sur la possibilité d'une résurgence du travail des enfants, mais ce n'était pas une certitude. Je n'avais pas de preuves statistiques que c'était en train d'arriver, pour la bonne et simple raison que ces statistiques n'existaient pas. Et donc, de mois en mois, j'ai d'abord enquêté sur l'Italie, ensuite sur l'Angleterre, ensuite sur la Bulgarie et enfin sur la France. Et il est apparu qu'il y a un lien direct entre la crise, les difficultés financières traversées par les familles et les entreprises, et le retour au travail de certains enfants, évidemment dans la population la plus défavorisée. Alors justement, quels sont les enfants qui travaillent? De quelle tranche d'âge on parle? Quelles sont les typologies? Est-ce qu'il y a évidemment un déterminisme social? Est-ce que c'est certains enfants? Est-ce qu'il y a aussi un facteur culturel? Est-ce que ce que vous avez découvert vous en apprend plus sur c'est dangereux, le facteur culturel. Identité, bien sûr, mais il faut en parler sur cette identité européenne et finalement ce qu'on ne veut pas voir, la part d'ombre. Alors voilà, justement, par rapport à la question culturelle, en tant qu'italienne d'ailleurs, je suis franco-italienne, c'était très énervant pour moi au début de l'enquête de voir que les gens me disaient « mais oui, mais c'est normal, c'est l'Italie, c'est normal, de toute façon des enfants travaillent en Italie ». Non, c'est pas normal, c'est pas que l'Italie a une culture, une tradition de travail des enfants, pas plus qu'un autre pays européen, pas moins non plus, mais simplement, dans le sud, il y a des poches de pauvreté, et en Italie en tout cas, là où le travail des enfants est le plus évident, c'est au sud, dans les quartiers défavorisés, certains quartiers qui pratiquent encore des formes d'artisanat que nous on voit plus vitrier, voilà, commis de boutique, bon, hommes à tout faire généralement. Donc ils travaillent dans le tertiaire au sens très large, c'est-à-dire qu'ils sont payés 75 centimes de l'heure. C'est vraiment extrêmement peu. Ils arrivent à peine à faire 60-80 euros par semaine, mais cet argent est indispensable pour que leur famille puisse survivre. Et en général, ils n'arrivent même pas à payer le loyer, globalement. C'est en lien, en fait, avec un chômage qui explose, avec des licenciements massifs dans divers secteurs de l'économie, et ça touche principalement les familles les plus défavorisées. Mais ce n'est pas le cas en Grande-Bretagne, où là, on voit une toute autre typologie de familles, qui sont des familles de la classe moyenne inférieure, c'est-à-dire plutôt des gens qui s'en sont sortis, qui viennent de la classe ouvrière et qui se sont élevés socialement. Et là, leurs enfants subissent de plein fouet le fait que le système en Grande-Bretagne est très dur. Donc, par exemple, notamment chez les chefs d'entreprise, les PME, ils se sont vus refuser des crédits, ou bien il y a eu des mauvais payeurs, et très rapidement, ils ont dû fermer, très rapidement, ils ont dû tout hypothéquer. Et à ce moment-là, l'enfant revient dans le giron familial, prêter main forte dans l'entreprise familiale, comme par exemple le petit Michael qui distribue du lait la nuit, ce qui est un travail, c'est un univers de Dickens. Voilà, il court après ce camion, il décharge les bouteilles de lait, il remonte en courant, et c'est du sport, hein, tout ça pendant 8 heures, donc à l'école, évidemment, le lendemain, il ne peut rien faire. Tous ces enfants, on parle des enfants de quel âge à peu près, la tranche d'âge pour les enfants au travail? Oui, alors moi j'ai vu des enfants qui travaillaient à partir de 7 ans en Bulgarie notamment, mais je dois dire que ce qui est le plus commun, c'est 12, 13 ans, et évidemment 13, 14, 15, 16 ans. Oui. Donc, le problème est que ces enfants travaillent bien au-delà de 30-35 heures par semaine. Donc, très souvent, dans certains pays, ça va avec la déscolarisation. C'est presque systématique. Et là, les horaires explosent. Ils travaillent 10-12 heures par jour, notamment en Italie. Il n'y a pas d'horaire, mais j'imagine qu'il n'y a pas de cadre légal.
C'est des enfants qui n'ont aucune protection, aucun recours, qui sont livrés à eux-mêmes. Est-ce qu'il y a aussi un rôle important des mafias, ou est-ce que ça dépend, c'est pays par pays? Comment s'organise le travail des enfants? Comment on va employer un enfant si on a un employeur sans scrupule aujourd'hui? Alors, ce n'est pas vraiment lié à la mafia en Italie. Ça peut l'être, mais pour les populations migrantes, notamment. Comme moi, je me suis intéressée aux Italiens qui remettent leurs enfants au travail, qui sont italiens, ça ne passe pas par ces cercles-là, c'est plutôt du bouche à oreille dans le quartier, et très souvent les employeurs ont l'impression de donner un coup de main à la famille, et ça crée des systèmes de dépendance. Tu me dois parce que moi je t'ai aidé, j'ai mis ton enfant au travail. Alors qu'en réalité, pour la personne qui emploie un gamin, c'est aussi une très bonne affaire puisqu'il coûte beaucoup moins cher. Alors, c'est la même chose en Grande-Bretagne, mais c'est moins évident. En Grande-Bretagne, c'est plutôt de l'ordre du business familial, c'est-à-dire c'est des entreprises familiales où, au lieu de garder un employé qu'on ne peut plus se permettre, on le licencie et on prend à la place un enfant de la famille qu'on ne déclare pas, pour qui on ne paye pas de charges, etc. Sauf que ça enclenche là aussi une dynamique très pernicieuse puisque le gamin va moins à l'école, va moins être poussé à faire des études et va se dire finalement, ça marche bien pour moi en faisant ça, j'ai mon argent de poche. Il ne faut pas sous-estimer l'impact d'un argent de poche important à cet âge-là, qui est l'âge de l'adolescence, où les gamins ont envie de posséder une moto, une paire de chaussures, de sortir. Et ça les fait basculer très vite vers un choix de déscolarisation qu'ils n'auraient peut-être pas fait si on ne leur avait pas demandé de travailler si tôt. Ça, c'est assez important parce que, en fait, se faire de l'argent de poche, c'est un choix et ça peut être formateur. Être obligé d'aller travailler parce que, quelque part, on sent que sa famille en a besoin, ça, c'est une aliénation. C'est un non-choix pour un enfant. Et on parle en termes de chiffres. Alors, j'imagine que c'est très difficile d'avoir des estimations, mais combien d'enfants aujourd'hui travaillent dans ces pays-là qu'on a cités? Eh bien, c'est impossible de savoir. Et c'est ça qui est scandaleux, en fait, dans l'histoire. Parce que, vous l'avez rappelé, personne n'a jamais travaillé sur ce sujet. Pourquoi personne n'a jamais travaillé sur ce sujet? Parce qu'on pense qu'on est exonéré de ce mal, qui est un mal que nous, on voit Victor Hugo, on voit Dickens, on voit le Pakistan, les gamins enchaînés à des métiers à coudre. Évidemment, on pense ça. C'est loin. Oui, c'est loin, mais non, c'est pas loin. En fait, non, parce qu'effectivement, quelqu'un qui va ramasser des balles de cuivre, qui se coupe les mains dans des dépôts de cuivre, c'est pas si éloigné. C'est moins massif, soyons clairs, mais ce n'est pas si éloigné de certaines situations qu'on voit en Asie centrale. Donc, en réalité, petit à petit, l'Europe, qui est si prompte à juger en fait, un autre pays sur la question du travail des enfants, parce que c'est en effet un critère de développement majeur, a oublié de s'observer et de conserver ses garde-fous pour éviter de retomber dans ce problème social. Mais alors, est-ce que c'est parce qu'on n'a pas les moyens de quantifier qu'on n'y arrive pas, ou est-ce que c'est parce qu'on ne veut pas quantifier et qu'il n'y a aucune instance aujourd'hui qui travaille sur cette thématique du travail ou de la déscolarisation des enfants, puisque ça va de pair, hein. Un enfant va travailler, va quitter l'école. Là, on a peut-être des chiffres sur le nombre d'enfants qui décrochent. Vous avez ça relève de l'éducation nationale. Mais il y a des instances qui s'occupent de surveiller, de monitorer, on va dire, ce phénomène-là. Sauf qu'ils doivent le faire à la demande du pays. Or, un pays européen ne va jamais demander à être monitoré sur ce plan-là parce que c'est immédiatement risqué de se faire dévaluer, notamment les notes au niveau des agences de notation. Ouais. Donc, c'est un enjeu politique très important. Et vous n'allez pas vous-même dire le roi est nu. À un moment, il y a une limite au bon sentiment pour les pays européens. Donc ils ne le font pas alors qu'ils en auraient besoin, parce qu'il y a des vraies déviances. Notamment, par exemple, sur la France, il y a un système d'apprentissage qui engendre beaucoup de dérives, parce que tel qu'il est pratiqué en France, l'apprentissage ne relève réellement d'aucune instance de contrôle, mais de plein d'instances de contrôle à la fois. Donc l'éducation nationale, l'inspection du travail, etc. Sauf que les CFA sont en grande partie financés par les entreprises qui viennent se servir d'employés, et que, par là, je ne dis pas que tout employeur d'apprentis est un abuseur, mais ça favorise quelque chose que j'ai appelé le droit d'exploiter, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir, là encore, quelqu'un qu'on paye régulièrement, notamment un boulanger qui surveille, parce que c'est arrivé en 2012, il y a un jeune homme qui est mort parce qu'il est tombé dans un pétrin et il a été broyé par la machine. Ce jeune homme avait 14 ans. Il n'était pas censé être seul, sans surveillance, face à un pétrin. Eh bien, ce jeune homme était payé à peu près 400 € par mois, au lieu du SMIC, qui aurait dû être payé à un boulanger. Donc, vous voyez,
voilà. Et dans le livre, je raconte aussi l'histoire de Damien, qui a perdu une phalange dans une décochisseuse parce qu'il était sans surveillance dans une grande menuiserie industrielle où il avait demandé à aller travailler pour aider sa mère. Mais voilà, un moment, sans surveillance, il suffit d'un instant. C'est des apprentis. Ils sont là pour apprendre. Ils ne sont pas là pour abattre le travail d'un adulte. Mais il y a cette dérive qui est assez facile si on n'y prend pas garde. Et qui est très classique. En France, c'est très classique. Ça se voit dans la restauration, dans la boulangerie-pâtisserie. Et c'est couvert de mais c'est comme ça qu'on apprend. On apprend à la dure. Ça a toujours été comme ça. Moi-même, j'ai appris comme ça. Mon père a été très dur avec moi. Ce qui est vrai, c'était le passé où on n'allait pas à l'école, on travaillait, mais c'était le passé. Et aujourd'hui, il est surprenant effectivement qu'on trouve qu'il est normal de faire comme avant et de travailler à un très jeune âge. Oui, ce qui pose la question de l'école, puisque tout ça est lié en fait à la question de la valeur de l'école. Comme le chômage augmente, comme on voit des licenciements massifs et que la crise de 2009 a été très très violente pour tout le monde, eh bien, du coup, il y a cette valeur de l'école qui pourtant avait été bien enracinée dans l'après-guerre, qui était l'école c'est le moyen de s'en sortir, eh bien, ça s'effrite. Et même les parents qui autrefois voulaient, ils commencent à douter et du coup l'enfant doute. Quand les parents doutent, l'enfant fonctionne par empathie intégrale. Donc il fait ce que disent les parents. Merci, c'est donc Le salaire des enfants qui est sorti et que je vous invite à lire pour découvrir et, ma foi, être vraiment choqué par ce qui se passe chez nous en ce qui concerne le travail des enfants. Merci Cécile. Merci.